Jean vivait dans une petite cabane rustique nichée au cœur de sa vaste propriété, un endroit qu'il appelait chez lui depuis près d'un demi-siècle. La propriété, située dans la paisible campagne française, était un refuge tranquille entouré de collines ondulantes et de vieux arbres dont les branches semblaient murmurer des histoires du passé. À 75 ans, le visage de Jean était une toile du temps, marqué par les lignes de nombreuses saisons passées à travailler la terre et par la profonde tristesse d'avoir perdu sa chère épouse, Marthe, 5 ans auparavant. Marthe avait été la lumière de sa vie, un phare de joie et de rire qui remplissait les recoins silencieux de sa maison. Sa mort avait laissé un vide que ni la lumière du soleil ni le chant des oiseaux ne pouvaient combler. Tous les matins, Jean se levait avec le soleil, les premiers rayons projetant une lueur dorée sur l'herbe couverte de rosée et les fleurs sauvages qui parsemaient le paysage. Sa routine était une répétition réconfortante, s'occuper de son modeste jardin, nourrir les poules qui caquetaient doucement autour de lui et entretenir le petit verger de pommiers qui avait été la fierté et la joie de Marthe. La propriété elle-même était une mémoire vivante, chaque recoin gardant les échos de la vie qu'il avait construite avec Marthe. Le vieux chêne où ils avaient gravé leurs initiales, l'étang où ils passaient des après-midi d'été paresseux et la cuisine chaleureuse où les rires de Marthe se mêlaient à l'arôme de sa célèbre tarte aux pommes, tous ces lieux étaient des témoins silencieux de leur amour durable. Jean trouvait du réconfort dans ses tâches quotidiennes, bien que son cœur souffrît souvent du poids de la solitude. Le calme de la propriété, autrefois source de paix, servait maintenant de rappel constant de sa perte. Malgré cela, il chérissait les souvenirs et gardait espoir que chaque jour apporte une petite mesure de guérison. Le soir, lorsque le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel de teintes roses et oranges, Jean s'asseyait sur le porche avec une tasse de thé, contemplant la terre qui contenait tant de son histoire. Les nuits étaient longues et silencieuses, les seuls sons étant le bruissement des feuilles et l'appel lointain d'un hibou, mais Jean restait ferme, trouvant du réconfort dans la constance de la nature et dans la présence durable de l'esprit de Marthe dans l'endroit qu'ils avaient tous deux aimé si profondément. C'était le monde de Jean, un mélange de tristesse et de sérénité, une vie marquée par les rythmes du monde naturel et par l'amour durable qui continuait à le guider chaque jour qui passait. Les jours de Jean étaient une danse soigneusement chorégraphiée de tâches simples, chacune un fil dans le tissu de sa vie. Tous les matins, il se levait avant l'aube, la première lumière se faufilant à travers les rideaux de sa chambre. Il s'asseyait au bord du lit un moment, rassemblant ses pensées et se préparant pour la journée qui commençait. Après avoir enfilé ses vêtements de travail habituels, un vieux jean, une chemise à carreaux et des bottes robustes, il sortait, l'air frais du matin remplissant ses poumons. Le jardin était toujours sa première étape. C'était l'endroit préféré de Marthe, et s'en occuper semblait une manière de garder sa mémoire vivante. Jean arrosait méticuleusement les fleurs, taillait les buissons et désherbait les plates-bandes de légumes. Les couleurs vibrantes des fleurs et l'odeur terreuse du sol lui apportaient une sensation de paix, bien que souvent accompagnée d'une amère nostalgie des jours où Marthe était à ses côtés, son rire résonnant dans le jardin. Après le jardin, il passait à nourrir les animaux. Les poules caquetaient joyeusement tandis qu'il dispersait des grains pour elles, et les chèvres frottaient leurs museaux contre ses mains en quête de friandises. Ces créatures étaient maintenant ses compagnons, leurs besoins simples et leur présence tranquille lui apportant un certain confort dans la solitude. En milieu de matinée, Jean retournait à la maison pour prendre une tasse de café et une tranche de pain grillé, s'asseyant à la table de la cuisine où lui et Marthe avaient partagé d'innombrables repas. La maison était pleine de souvenirs, chaque pièce un témoignage silencieux de leur vie ensemble. Parfois, il se perdait dans ses pensées, se remémorant les moments de joie et de rire qu'ils avaient partagés, les soirées tranquilles passées à lire au coin du feu et la chaleur de ses étreintes. Au fur et à mesure que la journée avançait, Jean accomplissait diverses tâches autour de la propriété. Réparer les clôtures, couper du bois et entretenir les bâtiments annexes le maintenaient occupé, ses mains toujours affairées à quelques tâches. Cependant, malgré l'activité constante, il y avait un vide qui le rongeait, un vide que rien ne semblait pouvoir combler. La routine, bien que réconfortante, ressemblait souvent à une série de mouvements dépourvus du sens plus profond que la présence de Marthe avait autrefois apporté. L'après-midi, il faisait une pause, s'asseyant sur le porche avec un verre de thé glacé, observant le monde qui l'entourait. Le silence était à la fois réconfortant et oppressant, l'immensité du paysage rural contrastant vivement avec le monde intime qu'il avait partagé avec Marthe. Parfois, il faisait de longues promenades à travers les champs, le son des feuilles sous ses pieds et le murmure du vent étant ses seules compagnies. Les soirées étaient les plus difficiles. Lorsque le soleil se couchait et que les ombres s'allongeaient, Jean se retrouvait entouré de silence. Il préparait un dîner simple, souvent juste un bol de soupe ou un sandwich, et mangeait seul à la table de la cuisine. Les nuits étaient longues, pleines de rêves du passé et de nostalgie pour ce qui avait été perdu. Malgré le réconfort de sa routine,
il y avait un sentiment indéniable de quelque chose de manquant, un vide croissant qu'il ne pouvait ignorer. La propriété, autrefois un lieu de vie vibrante et d'amour, semblait maintenant une belle, mais solitaire, prison. En s'endormant chaque nuit, Jean ne pouvait s'empêcher de se demander s'il y avait quelque chose de plus, quelque chose qui pourrait combler le vide et redonner un sens à sa vie. Un matin d'automne frais, avec l'air imprégné de l'odeur terreuse des feuilles tombées, Jean décida d'affronter une tâche longtemps négligée. Le vieux hangar, un dépôt situé à l'extrémité de sa propriété, n'avait pas été touché depuis des années. Sa peinture rouge était délavée et écaillée, et la végétation semblait désireuse de le revendiquer. Déterminé à mettre de l'ordre dans cet espace désordonné, Jean se munissait de gants, d'un balai et de la détermination de découvrir tous les objets oubliés qui s'y trouvaient. En poussant la porte grinçante, un nuage de poussière s'éleva pour le saluer, dansant dans les rayons de soleil qui pénétraient par les fenêtres brisées. À l'intérieur, le hangar était une collection chaotique de souvenirs et de bric-à-brac. Des outils rouillés, de vieilles boîtes et des piles de bois étaient entassées de manière désordonnée, créant un labyrinthe. Jean se mit au travail, triant méthodiquement les débris, trouvant un sens de l'objectif dans le simple acte de nettoyage. Les heures passèrent, et le progrès de Jean était marqué par la pile croissante de déchets jetés hors du hangar. Il était absorbé par sa tâche lorsqu'en déplaçant une pile particulièrement tenace de bois, son pied heurta quelque chose de solide, mais caché sous les bûches. Avec effort, il déplaça le reste du bois, révélant l'objet qu'il avait fait trébucher. Là, à moitié enterré dans le sol de terre et couvert de poussière et de mousse accumulée au fil des ans, se trouvait un vieux coffre en bois. Il était de la taille d'une grande valise, avec des bandes de fer renforçant sa structure usée. La surface du coffre était finement sculptée, bien que les dessins soient obscurcis par la saleté. Jean s'agenouilla à côté de lui, son cœur battant de curiosité et d'excitation. En brossant délicatement la saleté et la mousse, il put voir plus clairement le travail artisanal qui avait été fait sur le coffre. C'était différent de tout ce qu'il avait vu sur la propriété. Les bandes de fer étaient rouillées, mais encore solides, et le trou de la serrure à l'avant suggérait qu'il avait été verrouillé en toute sécurité pendant longtemps. Son esprit se mit à imaginer toutes sortes de possibilités. Qu'est-ce qui pouvait bien se trouver à l'intérieur? À qui appartenait le coffre et pourquoi avait-il été caché? Les mains de Jean tremblaient légèrement en essayant de soulever le coffre, découvrant qu'il était plus lourd qu'il ne l'avait imaginé. Il décida de le ramener à la maison, où il pourrait l'examiner plus en détail. En transportant le coffre mystérieux à travers la cour, son poids semblait promettre des secrets et des histoires longtemps oubliées, attendant patiemment d'être redécouverts. Le poids du coffre semblait amplifier la curiosité de Jean à chaque pas. Une fois à l'intérieur de la maison, il le posa délicatement sur la table de la cuisine, où la lumière du matin entrant par la fenêtre mettait en valeur ses sculptures complexes et les couches de poussière et de saleté qui le recouvraient. Attrapant un chiffon humide, Jean commença à nettoyer le coffre, révélant la fine art sous-jacente. Le bois, bien que vieilli, était robuste, et les bandes de fer offraient un contraste frappant avec les tons chauds du bois. En travaillant, il remarqua des inscriptions courant le long des bords et autour du trou de la serrure. Elles étaient différentes de tout ce qu'il avait vu auparavant, des symboles étranges qui semblaient presque d'un autre monde. Il les traça du doigt, se demandant leur signification. Son premier réflexe fut de trouver la clé. Jean chercha dans la maison, fouillant de vieux tiroirs et des boîtes, espérant trouver une petite clé ancienne qui pourrait correspondre au cadenas. La recherche se révéla infructueuse, et après un moment, il revint au coffre, plus intrigué que frustré. Le cadenas lui-même était ancien et complexe, un mécanisme de fer qui semblait n'avoir pas été touché depuis des décennies, peut-être même des siècles. Les inscriptions autour de lui semblaient former un motif, mais leur signification lui échappait. Jean s'assit, fixant le coffre, essayant de rassembler les indices qui pourraient l'aider à l'ouvrir. Il envisagea la possibilité que la clé soit perdue à jamais ou peut-être cachée quelque part où il n'aurait jamais pensé chercher. Après un moment de contemplation, Jean décida qu'il n'y avait qu'une seule manière d'avancer. Il alla chercher sa boîte à outils dans le hangar et choisit un tournevis robuste et un marteau. Si la clé ne pouvait être trouvée, il devrait casser le cadenas. Il plaça le tournevis contre la fente du cadenas et prit une profonde inspiration, l'anticipation presque palpable. Avec une main ferme, il frappa le tournevis avec le marteau, testant la résistance du vieux fer. Le cadenas tint bon, un témoignage de sa fabrication. Jean augmenta la force de ses coups, sa détermination croissant à chaque tentative. Le son du métal contre le métal résonnait dans la maison silencieuse, chaque coup un pas de plus vers la découverte des secrets du coffre.
Avec un coup final et vigoureux, le cadenas céda avec un craquement aigu et satisfaisant. Jean fit une pause un moment, son cœur battant fort dans sa poitrine, puis ouvrit délicatement le couvercle du vieux coffre. À mesure que les charnières grincèrent et que le couvercle se souleva lentement, une odeur de moisi emplit l'air, l'odeur de vieux papiers et de souvenirs usés par le temps. À l'intérieur, le coffre était rempli d'une collection soigneusement organisée d'objets qui racontaient l'histoire d'une vie révolue. Jean remarqua d'abord les lettres, liées ensemble par un ruban fané, leurs bords jaunis par le temps. L'écriture sur les enveloppes était élégante et fluide, suggérant le soin et l'émotion derrière chaque mot écrit. À côté des lettres, il y avait plusieurs photographies anciennes, leur ton sépia capturant des moments figés dans le temps. Les visages de personnes depuis longtemps disparues le regardaient, leurs expressions variant de la joie à la solennité. Chaque photographie était une fenêtre sur une époque différente, offrant des aperçus de vie vécue avec passion et détermination. Sous les photographies se trouvait un journal relié en cuir, sa couverture usée mais encore intacte. Les pages à l'intérieur étaient remplies de textes manuscrits denses, un récit personnel des pensées et des expériences les plus intimes de quelqu'un. Jean souleva le journal du coffre avec précaution, sentant le poids de son histoire entre ses mains. Il l'ouvrit à la première page, ses yeux parcourant les mots, absorbant les émotions transmises dans l'écriture soignée. En examinant ces trésors, Jean réalisa que le contenu du coffre était bien plus précieux qu'il ne l'avait imaginé initialement. Ce n'était pas seulement de vieux papiers et des photographies, c'étaient des fragments d'une vie, des morceaux d'histoire qui avaient été soigneusement préservés et cachés. Le journal, en particulier, semblait contenir la clé pour comprendre l'histoire derrière ces objets, offrant une connexion directe avec la personne qui l'avait écrit. La curiosité et l'excitation de Jean grandissaient à chaque découverte. Il savait que ce qu'il avait trouvé n'était pas simplement une collection de documents anciens, mais un héritage de quelqu'un qui avait vécu, aimé et affronté ses propres défis. Le coffre, avec ses trésors cachés, avait ouvert un nouveau monde de possibilités et de mystères pour lui, et il ressentait une profonde anticipation pour ce qu'il pourrait apprendre de son contenu. Jean s'installa dans son fauteuil préféré, le journal et les lettres éparpillées sur la petite table devant lui. Le soleil se couchait, projetant une lumière dorée et chaude dans la pièce, créant une atmosphère de révérence. Il prit la première lettre, dénoua le ruban fané et déplia soigneusement le papier fragile. En commençant à lire, Jean fut transporté dans le temps. Les lettres étaient remplies de mots affectueux échangés entre un couple nommé Guillaume et Émilie. Ils avaient vécu sur la même propriété pendant la Grande Dépression, une période marquée par des difficultés économiques et des incertitudes. Leur correspondance peignait un tableau vivant de leur vie. Guillaume écrivait souvent sur les luttes pour maintenir la ferme en activité, décrivant le travail incessant nécessaire pour survivre, la rareté des ressources et les conditions difficiles qu'ils affrontaient. Jean fut profondément ému par les récits de Guillaume sur le travail ardu dans les champs du lever au coucher du soleil, luttant contre les éléments pour arracher une subsistance à la terre récalcitrante. Les lettres de Guillaume détaillaient les réparations constantes nécessaires à la vieille maison de ferme et les moyens créatifs qu'ils employaient pour étirer leurs maigres ressources. Les lettres d'Émilie, en revanche, étaient remplies de chaleur et de soutien émotionnel, offrant réconfort et espoir face aux difficultés quotidiennes. Ces mots étaient un baume pour l'esprit fatigué de Guillaume, et Jean pouvait sentir la force de leur lien à travers les lignes écrites à l'encre sur les pages jaunies. En se tournant vers le journal, Jean découvrit encore plus sur les vies de Guillaume et Émilie. Émilie documentait méticuleusement leurs expériences quotidiennes, des plus banales aux plus marquantes. Ces entrées étaient riches en détails, capturant l'essence de leur vie ensemble. Jean lut sur le rythme de leurs jours, les tâches matinales, les repas partagés, les soirées tranquilles au coin du feu. L'écriture d'Émilie donnait vie au plaisir simple qu'ils trouvaient dans la compagnie l'un de l'autre, leur détermination partagée et leur résilience. Une entrée décrivait un hiver particulièrement rigoureux, lorsque les amas de neige atteignaient les fenêtres, et qu'ils devaient rationner leurs provisions de nourriture. Émilie écrivait sur la manière dont ils maintenaient leur morale avec des histoires et des chansons, comment Guillaume jouait de son vieux violon pour remplir les nuits froides et silencieuses de musique. Une autre entrée parlait du printemps, de la joie qu'ils ressentaient aux premiers signes de nouvelle croissance dans leur jardin et de l'espoir qui venait avec la plantation de nouvelles graines. Jean fut impressionné par les descriptions vives d'Émilie de leur environnement et les couleurs changeantes des saisons, les sons des oiseaux, la sensation de la terre entre leurs mains. Son amour pour la terre et pour Guillaume transparaissait dans chaque mot. Elle écrivait sur leurs rêves et aspirations, leurs projets pour améliorer la ferme et leurs espoirs pour un avenir meilleur. Malgré les nombreux défis qu'ils affrontaient, les entrées du journal d'Émilie étaient remplies d'un sens de l'optimisme et de la foi. Les lettres et les entrées du journal révélaient non seulement une histoire de survie, mais une narration profonde d'amour,
de persévérance et d'espoir inébranlable. Jean ressentait une connexion profonde avec Guillaume et Émilie, comme si leurs esprits étaient présents dans la pièce avec lui. Leurs mots résonnaient avec ses propres expériences d'amour et de perte, et il trouvait du réconfort en sachant que d'autres avaient affronté des luttes similaires et en étaient ressortis plus forts. En lisant attentivement chaque lettre et chaque entrée du journal, Jean réalisa que le coffre contenait non seulement des artefacts historiques, mais un trésor d'expériences humaines. Les émotions capturées dans ces pages, amour, douleur, joie et résilience, étaient intemporelles. L'histoire de Guillaume et Émilie faisait maintenant partie de sa propre vie, lui offrant un nouveau sens de l'objectif et une appréciation plus profonde de la terre qui les avait soutenus tous. Jean passa des heures immergées dans les vies de Guillaume et Émilie, ressentant leur présence de plus en plus forte à chaque mot qu'il lisait. Le coffre, autrefois simplement un artefact intrigant, était devenu un lien précieux avec le passé, offrant à Jean non seulement un aperçu des vies de ceux qui étaient venus avant lui, mais aussi un nouveau sens de l'espoir et de l'objectif dans sa propre vie. À mesure que Jean se plongeait dans les lettres et les entrées du journal, il ne pouvait s'empêcher de voir sa propre vie reflétée dans l'histoire de Guillaume et Émilie. Les parallèles étaient frappants, et chaque découverte résonnait avec ses propres expériences et émotions. La lutte de Guillaume et Émilie pour maintenir la propriété pendant la Grande Dépression faisait écho aux efforts de Jean pour maintenir sa maison bien-aimée en bon état après la mort de Marthe. Tout comme Guillaume avait combattu les éléments et les difficultés économiques, Jean avait affronté ses propres batailles faisant face à la solitude, aux demandes physiques de l'entretien de la propriété seule et au poids émotionnel de son deuil. Lire sur le soutien inébranlable du couple l'un pour l'autre rappelait à Jean sa vie avec Marthe. La façon dont les mots d'Émilie réconfortaient Guillaume dans les moments les plus sombres rappelaient à Jean comment Marthe avait été son pilier. Son rire, ses mots encourageants et sa foi inébranlable en leur avenir lui donnaient de la force. Les lettres étaient remplies du même type d'amour et de partenariat qui avait défini leur mariage. Il voyait dans la dévotion de Guillaume à Émilie un reflet de son propre amour pour Marthe, et dans la résilience d'Émilie, il reconnaissait l'esprit de sa défunte épouse. Les entrées sur le couple trouvant de la joie dans les petits moments, un repas partagé, une chanson, la première floraison du printemps touchait profondément Jean. Il se souvenait de moments similaires avec Marthe, des plaisirs simples qu'ils avaient appréciés ensemble sur la propriété. Il pouvait presque entendre sa voix, voir son sourire et sentir la chaleur de sa présence en lisant les mots d'Émilie. C'était comme si le passé et le présent étaient entrelacés, les vies de ces deux couples séparés par le temps mais connectés par leurs expériences partagées. Jean sentait également une profonde connexion avec la persévérance du couple. Guillaume et Émilie avaient affronté chaque défi avec détermination et espoir, trouvant de la force dans leur amour et dans la terre qu'ils travaillaient. Jean avait fait de même, puisant dans ses souvenirs de Marthe la force de passer chaque jour. Le contenu du coffre était un témoignage du pouvoir durable de l'amour et de la capacité de l'esprit humain à surmonter les adversités. En lisant, Jean ressentit un sens de validation et de réconfort. L'histoire de Guillaume et Émilie lui rappelait qu'ils n'étaient pas seuls dans ces luttes. Les difficultés qu'ils avaient affrontées et la manière dont ils s'étaient soutenus mutuellement étaient une source d'inspiration. Leur résilience lui donnait de l'espoir et le faisait se sentir un peu moins isolé dans son propre voyage. Jean se retrouva à réfléchir sur sa propre vie avec une perspective renouvelée. Les défis qu'il avait affrontés depuis la mort de Marthe étaient immenses, mais il réalisait que, comme Guillaume et Émilie, il avait trouvé des moyens de persévérer et de trouver des moments de joie et de paix. Le coffre avait ouvert une fenêtre non seulement sur le passé, mais sur son propre esprit, l'aidant à voir la force et l'amour qu'il avait porté à travers ces jours les plus sombres. À mesure que les ombres de la nuit s'allongeaient et que la pièce s'assombrissait, Jean s'assit en silence, les lettres et le journal encore éparpillés devant lui. Il ressentait une connexion profonde avec Guillaume et Émilie, comme si leurs esprits le guidaient, offrant sagesse et réconfort à travers les années. Leur histoire était un rappel que l'amour, la persévérance et l'espoir pouvaient transcender le temps, et qu'il pouvait lui aussi trouver une manière d'avancer avec un cœur plein de gratitude et de souvenirs. Lorsque Jean arriva à l'une des dernières lettres du paquet, il remarqua un changement dans le ton et l'urgence de l'écriture. La lettre, datée de la fin de la correspondance entre Guillaume et Émilie, contenait une révélation qui fit frissonner Jean. L'écriture de Guillaume était un peu plus précipitée, comme s'il avait été anxieux de mettre ses pensées sur le papier avant qu'il ne soit trop tard. Dans cette lettre, Guillaume écrivait au sujet d'un trésor caché sur la propriété, quelque chose qu'il et Émilie avaient gardé secret pendant des années. Le trésor, expliquait-il, était destiné à fournir pour les générations futures une sauvegarde contre les temps difficiles. Il l'avait caché avec soin, s'assurant qu'il reste caché jusqu'au moment opportun, lorsque quelqu'un digne et dans le besoin le découvrirait. La lettre était énigmatique,
suggérant l'emplacement du trésor sans révéler trop de détails, mais il était clair que Guillaume croyait que cette cachette pourrait changer des vies. Le cœur de Jean battait plus vite en lisant et relisant le passage. L'idée d'un trésor caché sur sa propre propriété était à la fois excitante et écrasante. Son esprit fourmillait de questions. Qu'est-ce que le trésor pouvait être? Comment était-il resté caché pendant toutes ces années? Et, plus important encore, où exactement était-il enterré? La lettre mentionnait des repères que Jean reconnaissait, des descriptions d'arbres et de pierres qui faisaient partie du paysage depuis aussi longtemps qu'il pouvait se souvenir. Elle parlait d'un grand chêne, d'une clairière et d'une disposition particulière de rochers qui servaient de piste pour localiser le trésor. La curiosité de Jean grandissait à chaque ligne. Il pouvait presque sentir la présence de Guillaume et Émilie, le guidant vers le secret qu'ils avaient protégé avec tant de soin. Déterminé à découvrir cette pièce cachée de l'histoire, Jean ressentait un nouveau sens du but. Le trésor n'était pas seulement un dépôt matériel, c'était une connexion tangible avec le passé, un héritage laissé par Guillaume et Émilie. Il représentait l'espoir, la résilience et la promesse d'un avenir meilleur. Pour Jean, trouver le trésor devenait une manière d'honorer leur mémoire et peut-être de trouver un nouveau chapitre dans sa propre vie. À mesure que la nuit avançait, Jean replia soigneusement la lettre et la remit dans le coffre. Il savait que la quête du trésor ne serait pas facile, mais la perspective l'emplissait d'une nouvelle énergie et excitation. L'idée de découvrir ce que Guillaume et Émilie avaient caché il y a tant d'années était suffisante pour le propulser, lui donnant un objectif qui semblait profondément significatif et personnel. Jean se leva de sa chaise, sa détermination ferme. Le lendemain, il commencerait sa quête, utilisant les pistes laissées dans la lettre. La propriété, qui avait été une source de réconfort et de mémoire, contenait maintenant la promesse d'une nouvelle aventure, une qui pourrait transformer sa vie et perpétuer l'héritage d'amour et d'espoir que Guillaume et Émilie avaient chéri. Le lendemain matin, Jean se réveilla avec un sens de but qui lui avait manqué depuis des années. Il s'habilla rapidement, prit un petit déjeuner simple puis attrapa la lettre dans le coffre, la lisant une fois de plus pour se familiariser avec les pistes de Guillaume. Les repères décrivent un grand chêne, une clairière, une disposition particulière de rochers étaient gravés dans son esprit. Armé d'une pelle et d'une paire de gants robustes, Jean sortit pour explorer la propriété. Il commença par le repère le plus évident, le grand chêne mentionné dans la lettre. Cet arbre, ancien et imposant, se trouvait près du bord de la propriété, ses branches tordues atteignant le ciel. Jean commença sa recherche là, sondant le sol autour des racines de l'arbre, espérant trouver un marqueur ou une piste cachée. Pendant des jours, Jean travailla méthodiquement à travers les pistes de la lettre. Il passait des heures à creuser, examinant le terrain et se déplaçant d'un site potentiel à un autre. Chaque excavation était un mélange d'anticipation et de patience. Parfois, il trouvait de vieux outils rouillés ou des morceaux de poterie cassés, des reliques du passé qui rappelaient la longue histoire de la Terre, mais qui ne faisaient pas partie du trésor qu'il recherchait. Dans la clairière décrite dans la lettre, Jean remarqua une disposition de rochers qui semblait hors de propos. Ils étaient partiellement enterrés, couverts de mousse, mais alignés d'une manière qui suggérait l'intention plutôt que le hasard. Il s'agenouilla, ressentant une vague d'excitation en nettoyant la terre et la mousse, découvrant plus de rochers et révélant ce qui semblait être une formation délibérée. Il creusa soigneusement autour d'eux, découvrant plus de pièces du puzzle que Guillaume et Émilie avaient laissées derrière eux. La recherche était physiquement exigeante, mais Jean trouvait le travail revigorant. L'excitation de la découverte, la possibilité de trouver le trésor et la connexion qu'il ressentait avec l'héritage de Guillaume et Émilie le maintenaient en mouvement. Chaque jour apportait de nouveaux défis et de petites victoires. Il trouvait un morceau de poterie brisée ou une vieille pièce rouillée, chaque découverte le motivant à continuer. Un après-midi, après des heures de creusage et de sueur sous le soleil brûlant, Jean déterra une vieille boîte en fer blanc. Elle était enterrée près de la clairière, exactement comme la lettre le suggérait. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il l'ouvrait, révélant son contenu, d'autres lettres et une petite boîte en bois finement sculptée. La boîte en fer blanc était une cachette à l'intérieur d'une cachette, ajoutant une autre couche au mystère. À l'intérieur de la boîte en bois, il trouva une vieille carte, ses bords usés et sa surface marquée par le passage du temps. La carte était la clé qu'il cherchait. Elle montrait une localisation plus précise, un point plus profond dans la forêt, près d'une source que Jean connaissait bien. Son excitation augmenta en réalisant qu'il se rapprochait du trésor. Jour après jour, Jean suivit les directions de la carte, se déplaçant d'un repère à l'autre, chaque pas le rapprochant de la destination finale. La chasse au trésor occupait ses pensées, remplissant ses jours de buts et ses nuits de rêves sur ce qu'il pourrait découvrir.
La propriété, autrefois un lieu de réflexion silencieuse, s'était transformée en un cadre d'aventure et de mystère, chaque arbre et rocher une possible piste dans le grand puzzle que Guillaume et Émilie lui avaient laissé à résoudre. À mesure que la quête de Jean pour le trésor s'intensifiait, la nouvelle de sa mission commença à se répandre dans la petite communauté unie. Un matin frais, alors qu'il examinait une vieille carte près de la lisière de sa propriété, il entendit le ronronnement familier d'un camion qui approchait. Il leva les yeux et vit Tom et Alice, deux de ses amis les plus anciens, arrivant dans leur vieux camion. Tom, un homme corpulent avec une barbe grise et un rire tonitruant, fut le premier à descendre, suivi d'Alice, qui conservait encore une allure élégante malgré les années. Ils étaient des amis de Jean et Marthe depuis des décennies, partageant de nombreux dîners, vacances et moments de joie et de tristesse. Jean, appela Tom, sa voix pleine d'une combinaison de curiosité et de préoccupation. « Nous avons entendu dire que tu étais impliqué dans quelque chose d'intéressant par ici. » Jean sourit chaleureusement, son cœur se levant à la vue de ses amis. « Tom, Alice, c'est bon de vous voir. J'ai découvert quelque chose de remarquable, dit-il en désignant la carte et la zone environnante. » Alors qu'ils se rassemblaient autour, Jean expliqua l'histoire des lettres, du journal et du trésor caché. Tom et Alice écoutaient attentivement, leurs yeux s'écarquillant à chaque révélation. Lorsqu'il eut fini, il y eut un moment de silence alors qu'ils absorbaient la signification de ce qu'il avait découvert. « Eh bien, dit Alice, rompant le silence avec un éclat de détermination dans les yeux, il semble que tu pourrais avoir besoin d'aide. Nous ne sommes plus aussi agiles qu'avant, mais nous avons encore un peu d'énergie pour creuser. » Tom acquiesça d'un signe de tête. « Tu peux parier. Nous avons traversé tant de choses ensemble, et nous n'allons pas te laisser faire ça tout seul. » Reconnaissant pour le soutien, Jean ressentit un renouveau de camaraderie. Les trois commencèrent à travailler ensemble, explorant les pistes et explorant la propriété. L'histoire partagée et les liens profonds rendaient la tâche plus légère, et les conversations qui coulaient en travaillant ramenaient une vague de souvenirs. Ils se remémoraient le passé, se souvenant des moments passés avec Marthe, des rires partagés et des défis surmontés. Ces histoires étaient entrelacées dans le tissu de leur amitié, et les revisiter maintenant ajoutait des couches de sens à leur mission actuelle. Un après-midi, alors qu'ils se reposaient à l'ombre d'un arbre, Alice sortit un vieil album photo qu'elle avait apporté. Les pages étaient remplies de clichés de leur histoire partagée au barbecue, parties de pêche et réunions de famille. Chaque photographie éveillait plus d'histoire, et bientôt, tous riaient et parlaient comme si le temps n'avait pas passé. À mesure que les jours se transformaient en semaines, d'autres amis de la communauté rejoignaient l'effort. Chacun apportait ses propres compétences et histoires, transformant la chasse au trésor en un événement communautaire. La propriété, qui avait été un lieu de solitude pour Jean, était maintenant remplie d'activités et d'animation des conversations. Le sentiment d'isolement qui avait pesé sur lui pendant si longtemps avait été levé, remplacé par la chaleur de l'amitié et du but collectif. Ensemble, ils déchiffraient la carte et suivaient les pistes, leur progression constante et assurée. La recherche du trésor devint plus qu'une simple chasse à la richesse matérielle, c'était une célébration de leur histoire partagée et une réaffirmation des liens qui les unissaient. Jean réalisa que le véritable trésor ne résidait pas seulement dans ce qu'il pourrait trouver enterré sur la propriété, mais dans les relations qui avaient été ravivées et renforcées par leur effort collectif. Le jour arriva enfin où Jean et ses amis se rassemblèrent sous le majestueux chêne centenaire, le même décrit dans les lettres de Guillaume et Émilie. Les pistes les avaient conduits jusqu'ici, à cet endroit sacré qui semblait contenir le poids de l'histoire dans ses énormes branches. L'air était chargé d'anticipation alors que Jean, une pelle à la main, commençait à creuser à la base de l'arbre. Le sol, doux et riche, cédait facilement alors qu'il creusait plus profondément. Tom et Alice étaient à ses côtés, offrant des encouragements et aidant quand nécessaire. À mesure que le trou s'approfondissait, le cœur de Jean battait avec une combinaison d'excitation et de nervosité. Ils étaient si proches, et il pouvait presque sentir la présence de Guillaume et Émilie le guidant. Après ce qui sembla des heures, mais qui probablement ne furent que des minutes, l'appel de Jean heurta quelque chose de solide. Son cœur accéléra tandis qu'il nettoyait soigneusement la terre autour, révélant le bord d'un petit coffre en bois vieilli. Il était finement sculpté, le bois assombri par le temps, mais encore robuste. Avec l'aide de Tom, Jean souleva le coffre de son lieu de repos et le posa délicatement sur le sol. Ils se rassemblèrent autour, retenant leur souffle dans l'attente. Jean atteignit le loquet, ses doigts tremblant légèrement en l'ouvrant. Le couvercle grinça, révélant le trésor à l'intérieur. La première chose qui attira son attention fut l'éclat de l'or.
À l'intérieur du coffre se trouvaient des pièces de bijoux anciens et magnifiquement travaillées, bagues, colliers et broches, chacun une œuvre d'art. Les pièces de monnaie, brillantes et lourdes, étaient éparpillées parmi les bijoux, leur surface marquée par le passage du temps. Mais ce fut la lettre qui attira le plus l'attention de Jean. Nichée parmi les trésors, l'enveloppe était scellée avec un sceau de cire portant les initiales G et E. Avec des mains révérencieuses, Jean brisa le sceau et déplia la lettre. L'écriture était maintenant familière, l'élégante calligraphie de Guillaume et Émilie. Alors qu'il lisait à haute voix, sa voix ferme mais pleine d'émotion, les mots du passé prenaient vie. Guillaume et Émilie exprimaient leur gratitude à quiconque trouverait leur trésor caché. Ils parlaient des difficultés qu'ils avaient affrontées, de l'amour qui les avait soutenus et de leur espoir que ce trésor apporterait réconfort et aide aux générations futures. La lettre était un rappel poignant de l'esprit durable du couple et de leur désir de laisser un héritage durable. La découverte fut écrasante. Jean sentit les larmes monter en lisant les dernières lignes, où Guillaume et Émilie remerciaient le découvreur pour avoir continué leur histoire, pour faire partie de la terre qu'ils avaient aimée. La lettre se terminait par un souhait de bonheur et de prospérité, un message sincère qui transcendait le temps. Jean regarda ses amis, les yeux humides mais brillants de gratitude. Le trésor était plus que de l'or et des bijoux, c'était une connexion avec le passé, un témoignage de la résilience et de l'amour qui avait défini la vie de Guillaume et Émilie. C'était un cadeau d'histoire, d'espoir et de continuité, quelque chose de bien plus précieux qu'ils n'avaient jamais imaginé. Alors qu'ils se tenaient ensemble sous le vieux chêne, le trésor devant eux, Jean ressentit un profond sens de réalisation. La propriété, la terre qui avait vu tant de choses, avait une fois de plus réuni les gens, tissant leurs histoires dans sa riche tapisserie. L'héritage de Guillaume et Émilie faisait maintenant partie intégrante de la vie de Jean, une source d'inspiration et un rappel que l'amour et la persévérance pouvaient vraiment résister à l'épreuve du temps. Dans les jours qui suivirent la découverte, Jean se retrouva dans un état de profonde réflexion. Le trésor physique, l'or, les bijoux étaient indéniablement précieux, mais ce fut le voyage émotionnel et spirituel qui le transforma vraiment. La quête du coffre caché avait été plus qu'une chasse à la richesse matérielle, elle avait été un voyage à travers l'histoire, l'amour et la croissance personnelle. Assis sur son porche, regardant la terre qui avait vu tant de vie, Jean ressentit une nouvelle énergie traverser son corps. La fatigue qui s'était installée dans ses os au fil des années semblait s'être dissipée, remplacée par un sens de but et de vitalité. La propriété, qui avait été un lieu de solitude et de mémoire, semblait maintenant vibrante et pleine de potentiel. Les lettres et les entrées du journal avaient connecté Jean à Guillaume et Émilie d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée possible. Leur résilience et leur amour lui avaient montré que, peu importe la difficulté des circonstances, l'espoir et la persévérance pouvaient prévaloir. Cette réalisation donna à Jean un sens renouvelé de but. Ils voulaient honorer leur héritage en faisant quelque chose de significatif avec le trésor qu'ils avaient laissé derrière eux. Jean décida que la meilleure façon d'honorer la mémoire de Guillaume et Émilie était d'utiliser le trésor pour bénéficier à la communauté qu'il avait soutenue à travers les bons et les mauvais moments. Il envisageait des programmes pour aider ceux qui étaient dans le besoin, des bourses d'études pour les jeunes étudiants et des améliorations au centre communautaire. Le Trésor pourrait fournir des ressources pour l'éducation, la santé et les projets culturels, garantissant que les valeurs d'amour, de soutien et de persévérance continuent à prospérer. Il partagea sa vision avec ses amis, qui furent touchés par sa détermination et sa générosité. Ensemble, ils commencèrent à planifier comment utiliser au mieux le trésor pour avoir un impact durable. La propriété, autrefois un symbole de son passé, devenait maintenant un phare d'espoir pour l'avenir. L'énergie et l'excitation étaient palpables alors que la communauté se rassemblait autour de la vision de Jean. La transformation de Jean était évidente pour tous ceux qui l'entouraient. Les lignes de tristesse sur son visage s'étaient adoucies, remplacées par une expression de détermination et d'espoir. Il sentait la présence de Marthe avec lui, le guidant, tout comme Guillaume et Émilie l'avaient fait à travers leurs lettres. Le trésor n'avait pas seulement apporté de la richesse matérielle, mais avait également ravivé l'esprit de Jean, lui donnant une nouvelle raison de se lever chaque matin. En se promenant dans les champs et les bois de la propriété, Jean ressentait une profonde connexion avec la terre et son histoire. Il savait que le véritable trésor résidait dans les liens d'amitié, le pouvoir de l'amour et l'esprit durable de la communauté. Le voyage lui avait appris que, bien que la vie soit remplie de défis, elle est également pleine d'opportunités de croissance et de transformation. Jean n'était plus simplement un gardien de la terre, il était un gardien de son héritage. Le trésor l'avait changé, éveillant en lui une passion pour redonner et créer un avenir positif pour ceux qui l'entouraient. Son cœur était plein, et son âme était en paix,
sachant qu'il continuait l'histoire que Guillaume et Émilie avaient commencée il y a tant d'années. Avec le soutien de ses amis et de la communauté, Jean entreprit un projet de transformation pour rénover la propriété. Ce qui autrefois servait de lieu de solitude pour lui devenait maintenant un centre vibrant d'activité et de connexion pour toute la communauté. La première étape de cette rénovation fut de réparer et de rénover l'ancienne maison de ferme. Les amis de la communauté contribuèrent, apportant leurs compétences et leur enthousiasme. Les charpentiers réparèrent le toit et renforcèrent la structure vieillissante, tandis que les peintres donnaient au mur une nouvelle couche de peinture, restaurant la maison à son ancienne gloire. La grange, autrefois en ruine, fut convertie en un espace communautaire, complet avec une grande salle accueillante pour les événements et les réunions. La vision de Jean pour la propriété incluait un jardin communautaire, un endroit où les voisins pourraient se rassembler pour cultiver des produits frais et partager les fruits de leur travail. Avec l'aide de volontaires, il nettoya une grande section de terrain et la divisa en parcelles. Le sol fertile fut labouré et préparé pour la plantation, et bientôt des rangées de légumes, d'herbes et de fleurs commencèrent à pousser. Le jardin devint un point focal pour la communauté, un endroit où des gens de tous âges se réunissaient pour travailler, apprendre et se connecter avec la nature et les uns avec les autres. En plus du jardin, Jean et ses amis aménagèrent plusieurs aires de pique-nique et des terrains de jeu, créant des espaces où les familles pouvaient passer du temps ensemble. Ils érigèrent une petite scène pour des spectacles et installèrent des tables pour des banquets et des festivals en plein air. La propriété se transformait rapidement en un centre communautaire animé, vibrant d'activités et rempli des sons de rire et de conversation. Jean organisa également une série d'événements pour rassembler les gens. Il y avait des marchés hebdomadaires de producteurs où des produits locaux et de l'artisanat étaient vendus, favorisant un sens de l'entrepreneuriat local et de la durabilité. Les festivals saisonniers célébraient les récoltes, apportant musique, danse et joie à la propriété. Des ateliers et des cours sur le jardinage, la cuisine et l'artisanat étaient organisés, offrant des opportunités d'apprentissage et de croissance. La rénovation de la propriété était plus que physique, c'était un rajeunissement de l'esprit de la communauté. Le travail partagé et les efforts collectifs forgeaient des liens plus forts entre les voisins, créant un sentiment d'appartenance et de soutien mutuel. La propriété de Jean, qui avait été un lieu de réflexion silencieuse, devenait maintenant un vivier d'activité et un symbole d'espoir et de continuité. À mesure que les saisons changeaient, la propriété prospérait de toutes les manières. Les champs étaient luxuriants de récoltes, les arbres chargés de fruits, et les bâtiments vibrants de nouvelle vie. Jean regardait avec fierté et gratitude alors que sa vision se réalisait, sachant que la propriété n'était pas seulement un morceau de terre, mais un symbole vivant de communauté et de continuité. Le cœur de Jean gonflait de joie en voyant le bonheur et l'unité que la propriété rénovée apportait à tous. Il avait transformé une quête personnelle de découverte en un chemin partagé de croissance et de connexion, transformant la terre qu'il aimait en un sanctuaire d'espoir et de compagnonnage pour tous. À mesure que les années passaient, la propriété prospérait, devenant le cœur vibrant de la communauté. Jean, maintenant content et accompli, s'asseyait souvent sur son porche, observant les activités animées qui étaient devenues une partie quotidienne de la terre qu'il chérissait. Les familles se rassemblaient, les enfants jouaient et le jardin communautaire prospérait, chaque saison apportant une nouvelle vie et joie à la propriété. Ressentant une profonde sensation de paix, Jean décida qu'il était temps de documenter sa propre histoire. Inspiré par les lettres et le journal de Guillaume et Émilie, il commença à écrire ses propres lettres et mémoires, détaillant le voyage qu'il avait mené à ce moment. Il écrivit sur sa vie avec Marthe, le deuil qu'il avait affronté après sa mort et la découverte inattendue du trésor caché. Jean mit tout son cœur dans ses écrits, espérant laisser un héritage d'amour et de résilience pour les générations futures. Dans ses lettres, Jean décrivait la rénovation de la propriété, le soutien de ses amis et la transformation qui s'était produite. Il écrivait sur l'importance de la communauté, la force trouvée dans les efforts partagés et la beauté de se reconnecter à la terre. Ces mots étaient un témoignage du pouvoir durable de l'amour et de l'espoir, destiné à inspirer ceux qui viendraient après lui. Jean plaça soigneusement ses lettres et mémoires dans une boîte en bois robuste, semblable à celle qu'il avait découverte des années plus tôt. Il l'enterra sous le vieux chêne, le même arbre qui avait abrité le trésor de Guillaume et Émilie. Cet acte semblait fermer un cercle, honorant le passé tout en assurant que l'héritage de la propriété continue. Un après-midi ensoleillé, Jean se tenait à côté du chêne, regardant la propriété maintenant remplie de vie. Les rires des enfants, le bourdonnement des voisins et le bruissement des feuilles dans le vent remplissaient l'air. La terre était vivante, non seulement avec des plantes et des animaux, mais avec l'esprit de communauté et de connexion. Jean ressentit un profond sens d'accomplissement et de paix.
Il avait trouvé un but et une réalisation en honorant le passé et en nourrissant le présent. La propriété était un héritage vivant, un endroit où l'amour et l'espoir prospéraient, et où les générations futures continueraient de trouver de la force et de l'inspiration. En se promenant jusqu'à la maison de ferme, Jean savait qu'il avait accompli quelque chose de vraiment spécial. La propriété était plus qu'une maison, c'était un sanctuaire d'espoir et un témoignage du pouvoir durable de l'amour et de la communauté. En fin de compte, Jean avait trouvé la paix et le but qu'il recherchait tant, laissant un héritage qui inspirerait et élèverait les générations futures.